Je vous les ai donnés, une autre discussion fut amorcée, à laquelle je coupai court. Alors vous souhaitez partir à la fin de votre mois le 12 décembre? Oui, puisque nous lui avions refusé l'aide d'une femme de journée quand il était malade. Mais c'était dit sans conviction. Pour lui river son clou, je regardai le calendrier, sans le voir, myope comme je suis, puis je la quittai de la manière la plus calme, la plus nette qui soit, ce qui signifie j'en ai bien peur. Qu'elle n'a pas plus l'intention de partir qu'à 12 décembre que je ne l'ai, moi, de m'embarquer puis en Sibérie. Soit, mon nœud, prié comme une gencive d'où l'un vient d'extirper une dent douloureuse. Je m'offrais l'aile, vieux oreilles, et j'espère que la poussière te titbe pour une semaine ou deux maintenant. On a tiad but 41 454 à 19 $, dette libère 41, cruel esfreagbea, 11 0, 4, A4, Icorc même IMSW 44, 1444 Pierre Sadru TC de OIT 1000.0 et aussi de K4 Yimio TC Judic TRVT, Titissu, E4 Voltobif, .TG 4.0, 44 MJ4E, LTIT 4.4I, KT, Latini, I9e 4, et de 4A4, 4 CSET4 en train de poser les tuiles Orchem sur mon toit. C'est ce que Percy m'écrit ce matin, autrement dit mon appartement doit être presque terminé. Et maintenant je dispose d'une chambre supplémentaire ici, celle de Nelly. Oui, et il n'y aura plus ici de domestique à demeure, Dieu merci. 2 amis vont venir, l'une de bonne heure, l'autre tard. C'en est fini des commérages sur Bloomsbury, fini des entrées et sorties intempestives de Lottie, des invitations à déjeuner, à dîner, pour le thé fait avec appréhension, fini des maux de rein, des chevilles enflées, des oscillations entre colère et effusion. Et ainsi, avec le fourneau à pétrole, Annie, l'abandon de la nation, les nouvelles pièces dont nous disposons et nos nouvelles domestiques, l'une des nouvelles sera des plus intéressantes, marquera un grand pas en avant vers la liberté, qui est pour l'âme la condition idéale. Mais il ne faudrait pas croire que j'ai souffert intensément de la servitude. Je ne dois de la gratitude qu'à moi-même, car à peine ai-je senti une chaîne que je la rejette. Voyons, j'ai quitté Fitzroy, quitté Hogarth, et quitté Hyde Park Gate, allais-je ajouter pour arrondir ma phrase. Et vraiment, je crois que j'ai été une bonne lutteuse à ma façon, moins valeureuse que Nessa, sans doute, mais tenace, moi aussi et hardie. Lundi 25 novembre, j'ajoute par pur désœuvrement, mais ne devrais-je pas être en train de corriger la promenade au phare, que le difficile, avec Nelly, est d'éviter des excuses. Elle s'est amadouée, et maintenant fait tout son possible pour nous surprendre à suivre son exemple. Elle a souhaité un bon anniversaire à elle ce matin. Vendredi, elle est venue me trouver pour me demander pourquoi je ne lui parlais pas. J'ai éprouvé quelques difficultés à me montrer inflexible et courroucée et à dire qu'après sa conduite et ses accusations, cela m'était impossible. Mrs. Un nous promet des femmes de 7. Taux de l'ictus constituait le 5e volume de l'édition définitive des œuvres de Virginia Woolf. Voir plus haut, 15 mai 1929, note 9. L'ouvrage fut publié par la Hogarth Press, le 19 février 1930, 149 ménages stables en abondance, et je pense donc que les dés sont jetés. Je sais bien que les difficultés recommenceront, hitultés, intolérables, non, non, mais non les anciennes difficiles à jamais plus. Je vais passer sur les ondes, et j'ai déversé ma fureur brûlante comme une lave sur Vita. Elle m'a paru innocente, je veux dire que ce n'est pas elle qui aurait prétendu à Hilda Matheson que je pourrais facilement découper mon Brummel en petits morceaux vite. Ensuite j'ai discuté de ses amis, des amis de Vita, 100 ans, et déclaré que c'était là, dans leur médiocrité, que se trouve la source de ma désaffection. Je m'oppose à ce qu'on dise, les grandes amies de Vita, Dottie, Hilda et Virginia. Je déteste l'ambiance collégienne médio-CRE. Elle m'a écouté en silence et puis s'est contentée de dire que j'avais raison, que Harold en avait dit autant. Ce qu'il faut, c'est mettre un terme à cela. Elle ne peut arrêter ce qu'elle a mis en branle. Et puis nous sommes partis en hâte pour Rodmel, où le toit est en place, et le sol couvert de lames de parquet. La chambre à coucher sera une pièce ravissante, une merveille, celle dont je rêve depuis toujours. Samedi 30 novembre, je noircis cette page, ignominieusement, à la fin d'une matinée de travail. J'ai commencé la seconde partie des vagues. Je ne sais trop, je ne sais trop.
J'ai l'impression de ne faire qu'accumuler des notes pour un livre, mais quant à savoir si j'affronterai jamais la lourde tâche de l'écrire, Dieu seul le sait. Lorsque j'aurai plus avancé, peut-être serai-je capable de tout assembler, à Rodesmel, dans ma nouvelle chambre. Lire La promenade au phare ne me facilite pas la tâche d'écrire, ni celle qui m'attend lors des entretiens définitifs avec Nelly et les nouvelles domestiques. Nous avons donné une réception hier soir, après un dîner au Red Lion, Julien et Rachel, l'un, hop, Plomé, Brian Howard, 8. VW lu à la BBC son essai sur le beau Brumel le 20 novembre. Hilda Matheson, directrice de ce genre d'émission, exigea dans le changement du VW, elle m'a fait émasculer Brumel, voir un VW les dizaines de textes sans, adressés à T.S. Eliot, et aussi le numéro 2099. Nessa, après dîner. Trop de monde, dit Léonard, je ne sais pas, je déteste Béaouard, déteste son air décati, ses yeux globuleux, son gilet déboutonné, sa cravate flottante 9. Intéressé, dit Léonard. Quant à Plomé, il est très rondelet et vigoureux. Il arrivait tout droit du crime de Bayswater, dont les détails, dit-il, il semble qu'il ait dû nettoyer le tapis jonché de débris de cervelle, ne sont pas racontables degrés. La jeune juive a été attaquée au lit, à 4 heures, dimanche matin, par son mari dément, armé d'un rasoir. Pendant qu'il la tailladait à coups de lame, elle frappait en vain des pieds et des mains sur la porte, qu'il avait commencé par verrouiller. Enfin le battant céda, de sorte que la jeune femme mourut sur le palier, sa tête ne tenant plus que par la peau. Si William ne s'était pas absenté pour la fin de semaine, le Chinois serait venu le trouver et, croit-il, l'aurait tué aussi. Mais ce genre d'histoire, dit-il, parlant en romancier, n'est pas de mon rayon, et les dames spirites qui envahissent la maison, comme des punaises et cafards de la pire espèce, le dégoûtent avec leur manigance. Elles font tourner les tables et entendent la voix de Mrs. Free, ce n'est pas le nom, venant de l'au-delà. L'une d'elles, énorme, les cheveux frisés, lui dit « Tout cela est arrivé il y a 1 million d'années et que Randy William, ses yeux, ce qu'il a de plus remarquable, lançaient des éclairs et lui sortaient presque de la tête. Il paraît que Hobbes s'est converti au catholicisme en cachette. Il est certain qu'elle a beaucoup grossi, beaucoup trop pour une femme d'âge mûr qui se sert de son cerveau, et je soupçonne donc que la rumeur est vraie. Elle s'est mise d'elle-même dans l'ombre. C'est étrange de voir la beauté, elle avait quelque chose d'élégant et de personnel, c'est un brillant Howard, 1905-1959, d'origine américaine, avait fait ses études à Eton et à Oxford où il se fit une réputation de dandy et d'esthète extravagant. Ce fut sans doute William Plomé qui l'amena à la réception qui eut lieu à Tavistock Square, après dîner. La logeuse de William Plomé, Sybil Sarah d'Acosta, connue sous le nom de Mrs. Sybil Starr, fut brutalement assassinée par son prétendu mari, James Achew, alias James Starr, le dimanche 24 novembre à Pembridge Villa, Bayswater. Achew, citoyen américain, qui passait pour avoir du sang indien, fut condamné à mort à l'Old Bailey le 17 janvier, mais, du fait de son insanité, sa peine fut commuée et on l'enferma à Blackmore. Le roman de Plomé, de Casey Saltered, est fondé sur ce drame 151 DRE comme la flamme d'une bougie. Julian, par exemple, était, je crois, dans l'impossibilité de voir que Hope avait été une femme jeune et séduisante. Elle a une certaine vigueur d'esprit, cependant. Lee n'en a moins que je ne l'aurais désiré. Lorsqu'elle a écrit son article de critique, il n'en reste pas grand-chose. Et sa gentillesse, elle héberge et soigne sa sœur qui est malade, lui enlève du mordant. Si elle avait son livre, elle s'assurerait contre la maladie, dit-elle, car être malade signifie qu'on ne peut travailler. Cette semaine ni elle ni sa sœur n'ont gagné un sou. Sur de telles fondations on ne saurait bâtir un caractère bien trempé. Elle est agitée et anxieuse. Oui, il est bien vrai que coucher quelque chose par écrit, c'est s'en débarrasser. Samedi 30 novembre, on est encore le samedi 30 novembre, et nous sommes allés à Greenwich, laissant Nessa et Duncan peindre des tables dans le hangar de Monsieur James. Ce Monsieur James est un des artisans de William Morey, il a un atelier de carreaux de céramique près du fleuve. Il porte un pantalon rayé, déguêtré, lorsque cuisent les carreaux, il veille toute la nuit en buvant force tasses de thé. De temps en temps, il faut prendre un carreau pour juger de sa cuisson. Monsieur James dispose de 3 fours,
dont le plus coûteux vaut 300 livres, et le Rotary Tunnel 12 est tout proche. Nous avons, Léonard et moi, marché sous le fleuve, moi, songeant à la pression de l'eau tout autour au sublime absurde de ces garçons de course et de ces bonnes d'enfants foulant la terre ferme sous le fleuve. Et nous sommes arrivés à Greenwich et avons arpenté l'esplanade où j'avais, il y a 1 an ou 2, promené ma mauvaise humeur. Un homme en Monsieur James avait ses ateliers Wharf Road, maintenant Saône Dennis Road, sur Île des Chiens. Vanessa et Duncan décoraient des carreaux destinés à la salle à manger de Pens in the Rocks. Ce n'était pas le Rotary, mais le passage souterrain Millwall Greenwich qui était tout proche voir IVW, journal, samedi 27 mars 1926, 152 Varros était assis dans un abri vitré. Comme cela paraissait, Isaac il put être assis là à ne rien faire. Et nous avons vu Hôpital jaune et rose, puis la pluie s'est mise de la partie, et nous avons fait demi-tour, parlé à Monsieur James de ses carreaux et regagné le garage en traversant East End. J'ai acheté 2 oublis pour un penny et nous sommes rentrés à la maison. Ducamp entreprit de me faire l'historique des artistes de Londres, et de me raconter que Roger est tellement détesté des critiques que ceux-ci ne veulent pas tenir compte des artistes de Londres, ce qui est une façon de dire que Kate Ben ne vend rien. Nessa donne un thé demain pour débattre de la question avec Porté et Kate Ben. Elle a fait l'achat de quelques petits fours pour la circonstance. Et pour le dîner ils reçoivent Angu. Donc je n'aurai pas à le faire. Dieu merci. Dimanche 8 décembre, Dieu miséricorde. Lundi dernier, sur le conseil de L, j'ai demandé à Nelly si elle souhaitait s'en aller. Comme je le pressentais, elle me répondit posément que non et proposa des solutions et nous avons été acculés non, pour des raisons sentimentales, mais plutôt par lassitude et désenchantement en ce qui me concerne, à un compromis, faire un essai avec Mansfield pendant 1 mois, voilà elle qui vient s'informer des changements, c'est-à-dire des secondes W, C et un lavabo neuf. Ce qui est entendu et le vent hurle dehors. Nous, alors, si l'essai n'est pas satisfaisant, alors, nous nous séparerons pour toujours, sans plus de discussion. Nous rentrons à l'instant de Rodmel. Le toit est en place, les planchers sont faits, les fenêtres posées, qui offre 13. Avec la garantie de Maynard Keynes, l'association des artistes de Londres avait été fondée en 1925 sur le modèle d'une coopérative, afin de permettre à un petit groupe d'artistes de travailler dans une relative sécurité matérielle. À l'origine, l'association englobait 7 membres, y compris Vanessa, Duncan, Roger Free, Kate Ben, 1887, 1977, et le néo-zélandais Frédéric J. Porté, 1883, 1944. Au cours de l'été, Angus Davidson avait pris le poste de secrétaire de la London Artists Association, LA1. Il s'agissait d'engager Mrs. Manfield qui habitait le sous-sol du 37 Gordon Square, pour soulager Nelly qui trouvait trop lourd de ses tâches ménagères à Tavistock Square 153 semble-t-il, 2 vastes étendues de prairies inondées, mais il n'y avait qu'une lumière réduite. Même à midi, nous étions engloutis sous une pluie tourbillonnante qui, peu à peu, vendredi, se changea en une tempête comme je n'en avais encore jamais fait l'expérience, je crois. C'était une tornade qui n'en finissait plus, où le fracas du vent était accompagné de tonnerre, de grands éclairs zigzagants et du tambour de la grêle sur le toit de tôle, au bas de mes fenêtres. Vacarme si furieux qu'il me fut impossible de m'endormir, si bien qu'à 1 heure du matin je suis allé rejoindre elle et j'ai regardé les fenêtres éclairées du village, et songé, non sans une certaine frayeur bien réelle, à ce que ce serait que d'être seul dehors à cet instant. L'arbre pouvait s'abattre, ou les ardoises être emportées, pourquoi pas, nous n'étions pas tellement bien à l'abri ici, sous notre toit d'ardoise, mais cela valait quand même mieux que d'être en mer. Tous mes rêves, cette nuit-là, furent échevelés, étirés, tordus. Un arbre s'est abattu dans le cimetière, et tout le long du chemin, aujourd'hui, des arbres déracinés. Apportés par la tempête, un curieux sentiment d'appartenir à une communauté. Un homme tué à Shelley, alors qu'il dormait dans un appentis, une femme à Eastbourne, un gamin à Dorting. Toutefois, en esprit, je me sens très calme, très heureuse. Je lis et suis venue à bout d'une pile considérable de manuscrits, les ai lus attentivement, qui plus est, de trop nombreux étant à la limiter, de ce fait, méritant réflexion. Maintenant que je me suis débarrassée de ce boulet,
me voilà libre pour m'attaquer à la lecture des Élisabétains, de ces écrivains mineurs, mal connus, dont je n'ai jamais entendu parler tant je suis ignorante. Putnam, Webb, Harvey II. À cette idée, je suis remplie de joie, et je n'exagère pas. Commencer à lire, une plume à la main, fondre sur une idée, échafauder des théories lorsque le terrain est neuf, demeure un de mes plus grands plaisirs. Oh, mais elle va trier des pommes, petit 2. VW pris des notes de lecture, voire notes de lecture holographe. Volons-y dans la collection Berg, sur Art of English Poesy, 1589, de George Putnam, sur A Discourse of English Poetry, I 586, de William Webb, tous deux dans les éditions anglaises de 1895 de Constable et sur les œuvres de Gabriel Harvey, son Gémon Book, édition 1913, et son L'été Book 1573, 1580, édition de 1884. Voir de Strange Elizabeth dans de Consular Reader, second série, Tory, mais le journal d'un écrivain donne phrase bruit qui me dérange. J'en oublie cesser que je voulais dire. J'ai donc cessé d'écrire, ce qui n'était pas un grand malheur et j'ai dressé une liste de poètes élisabétains. J'ai aussi, avec une grande satisfaction, refusé de traiter de Rhoda Broughton et d'Ouida pour de la mare. Cette veine, si populaire qu'elle soit, j'ai trop vite fait de l'épuiser. Je veux écrire de la critique. Oui, et peut-être pourrais-je mettre en lumière une ou deux figures obscures. Ce sont les prosateurs élisabétains que j'ai aimés en premier avec le plus de passion, stimulés par lui que mon père trimbalait pour moi jusqu'à la maison. J'y pense avec une certaine émotion, père déambulant dans la bibliothèque en pensant à sa Benjamin, laissée à Hyde Park Gate. Il devait avoir 65 ans à cette époque, et moi 15 ou 16 ans, et pourquoi, je l'ignore, mais je fus transportée, sans pourtant être précisément intéressée. La vue de ces grandes pages jaunes me mettait en transe. Je les lisais sans fin, rêvais à ces obscurs aventuriers et sans aucun doute imitais leur style dans mes cahiers d'écolier. J'écrivais alors un long essai imagé, sur la religion chrétienne, je crois, intitulé Religio Leci, il me semble, prouvant que l'homme a besoin d'un Dieu, mais le Dieu était montré en cours d'évolution. J'écrivais aussi une histoire des femmes et une histoire de ma propre famille. Tout cela interminable et très élisabétain par le style 3. Mardi 10 décembre, mauvaise journée parce que j'avais vite à déjeuner, ce que je déteste, et parce que j'ai perdu un de mes gants de cuir vert. Nous avons pris le thé avec la mère de Léonard qui, installée dans une nouvelle chambre, nous a bel et bien abasourdis par son accident 4. Vendredi, la foudre est tombée Richard Acluy, 1522-1616, clergyman anglais qui publia entre 1598 et 1601 une vaste compilation de principales navigations, voyages et Discovery of the English Nation, les principaux voyages, navigation et découverte de la nation anglaise, plus connu sous le titre de Acluys Voyages, les voyages d'Acluy. Il ne reste rien de ses œuvres de jeunesse. La mère de L.W. vivait habituellement à l'hôtel et quittait Londres pour Worthing durant les mois d'été. À cette époque-là, elle vivait à EARL cours 155 I 111 milliards 111 millions 111 111 lire sur l'hôtel, un conduit de cheminée s'est écroulé. Sa chambre fut remplie de suie et d'étincelles, et voilà qu'elle était là, à dramatiser l'affaire, frissonnante, commotionnée et pourtant pleine d'entrain, et ravie tout au fond d'être de nouveau le pivot d'une catastrophe. Comme toujours, elle s'était comportée avec un calme parfait, mais ces choses-là, je les ressens si fortement après coup. Elle se préoccupait d'une distribution de tabac aux ouvriers qui s'affairaient à réparer le toit. Je me suis demandé de quel droit nous sommes là, à regarder ces pauvres diables transporter des briques. Oh, quelle existence transporter des briques sur le toit par cette bise. Et moi qui suis assise ici, dans cette chambre d'hôtel rose, c'est ainsi qu'elle laisse courir son imagination. Des distributions de tabac, comme le disait Harold S. Wolf, ne feront pas grand-chose pour l'amélioration du système social. Voilà bien la preuve, je trouve, que nous vivons sous pression. Je n'ai rien dit de notre procès, ou bien l'aurais-je fait, avec l'hôtel, au sujet de l'orchestre de danse 6. Rachel, William Plumet et nous-mêmes sommes convoqués devant les tribunaux vendredi. Pourquoi les faits sont-ils tellement assommants? Je répugne à les écrire. Le cabinet
de Scading et Botkin m'a bien plu, et que l'on jure par le Dieu Tout-Puissant, mais Rachel et W jouissent de cela beaucoup plus que moi. C'est beaucoup plus inattendu pour eux. Rachel en parlera à ses amis, comme j'aurais dû le faire ici. Mais cela m'assomme sa journée entière prise sur la semaine. J'ai l'impression que mon plus grand triomphe est de parvenir à passer une soirée tranquille, pendant laquelle je peux lire les Élisabétains. Et Charlie Singer est très malade. Je l'imagine couché, épuisé, usé, et ne pouvant guère témoigner d'un bonheur tangible en pareil à un vieux chaînon d'or, par sa bonté, sa sincérité, son Harold, 1882-1967, était le troisième fils de Mrs. Wolfe, la mère de LW depuis l'ouverture de l'Hôtel Royal, voire plus haut, mars 1929, note 3, les Wolfe avaient été dérangés chaque soir par le vacarme d'une musique de danse provenant de la salle de bal. Ces plaintes restant sans effet, LW intenta une action en justice contre la compagnie de l'hôtel, et finit par gagner son LW page 124 à 127. Scading et Botkin étaient des avoués installés aux 2 Anslake Street, procès. Voir Iveta Vistock Square 156 jeudi 12 décembre. Voilà, nous rentrons à l'instant de Rodmel et d'un brin de conversation forcée avec Monsieur Philcox. Ma femme et moi, on est allés en Amérique. Je n'aime pas l'Amérique. Une chambre à 2, avec petit déjeuner, on vous la fait payer 24 $ par personne. Point. Je vais maintenant noter rapidement mon témoignage pour demain, bien que Pritchard affirme à présent que l'audience sera repoussée parce que l'hôtel ne trouve pas de témoins. Voici ce que je dirai, pour la pompe, je ne vois pas de difficulté. Au sujet de cet automne, nous sommes rentrés au début d'octobre et la musique était très pénible. Mon mari a écrit au secrétaire qu'il a assuré en réponse que tout le nécessaire serait fait. Le lendemain soir, la musique était telle affaire réglée vraiment épouvantable que mon mari a payé 15 janvier, en téléphoné à l'hôtel, mais on lui a dit Véron qu'on n'y pouvait rien. Il y eut un léger progrès en ce qui concerne la musique, et nous patientâmes jusqu'à la fin du mois de novembre, où elle devint si pénible qu'il était impossible de rester dans la pièce. La réception fut donnée le 29, le 30 ce fut intolérable mais comme j'ai peine à retenir les faits. Samedi 14 décembre, non, je suis trop fatiguée pour écrire, j'ai été trop bousculée avec ce procès et tout, je souffre d'une dent et reste donc assise à ne rien faire, en espérant que quelques gouttes se formeront dans mon esprit. À propos, une chambre connaît un succès de vente sans précédent, a dépassé Orlando et me fait l'effet d'une corde qui me filerait entre les doigts. Des commandes par centaines d'exemplaires 157 sont passées aussi froidement que l'était auparavant le commande par douzaine. Nous avons vendu 500 exemplaires, je crois, et notre revenu est assuré pour quelques années. Si j'avais épousé Lytton, je n'aurais jamais rien écrit. C'est centilitres que je me disais au dîner d'hier soir. Il vous freine et vous, inhibe d'une manière on ne peut plus curieuse. LPS, montré sévère, mais il vous stimule. Tout est possible avec lui. Lytton était tendre et triste comme une feuille d'automne solitaire et vieillissant. Le voilà donc, semble-t-il, qui échange ses impressions avec Liv. Notre procès reste en suspens jusqu'à jeudi prochain et sera probablement réglé l'intervalle, à la suite de quelques compromis 8. Hier on recolmatait quelques fenêtres. L'intervention de la loi a un effet immédiat. La loi avait le teint triste, une mine impressionnante. Nous vîmes Monsieur Preston à 10 heures, il portait sa robe noire de magistrat, au parement d'une blancheur douteuse, personnage sûr de lui, blond roux, très poli. Quel chicaneur vous faites et j'ai entendu lui dire un autre magistrat à l'audience. Ambiance admirablement virile, on aurait cru à des collégiens admis à des responsabilités, tous, les traits si aquilins, si nettement ciselés, sous leur perruque grise, frisottée. Puis le juge, Farwell, fit son entrée. Nous nous levâmes. Il s'inclina. Il paraissait d'une sagesse, d'une dignité, d'une tristesse surhumaine. La perruque, là encore, en lui masquant le front, accentuait le regard intensément réfléchi, un visage olivâtre, empreint de fatigue, une telle tension d'esprit que la parole était réduite à des monosyllabes. Ne pouvant se permettre de parler sans nécessité, le juge se contentait de hocher la tête. Tout fut terminé en 10 minutes, sans doute, mais je fus sensible à l'effort d'attention que cela impliquait, à la concentration de cet homme assis là, sous son dais, dans la petite salle d'audience bondée, sans jamais lâcher une parole jusqu'à 4 heures de l'après-midi 8.
le procès intenté par LW à l'Hôtel Royal passa en jugement devant le juge Farwell, Sir Christopher Farwell, 1877-1943, à la Cour de la Chancellerie, une des divisions de la Haute Cour de justice, le vendredi 13 décembre. Herbert Sansom Preston, cassé mort en 1935, plaida pour les Wolf. L'affaire fut ajournée plusieurs fois et finalement réglée en dehors des tribunaux en faveur de LW, le 31, et non le 15 janvier 1930, cela d'après le journal de LW dimanche 15 décembre. Ma dent va mieux, mais je n'ai pourtant pas encore ce que j'appelle une tête bien solide, mais une tête oisive, évaporée. On s'est passé trop de choses dans Tavistock Square ces derniers jours. Hier soir nous sommes allés voir de Calendar, par Edgar Wallace, avec A9, il y eut une ovation, et voici qu'une superbe reine dorée saluait de la tête dans une toute petite loge en surplomb. Et aussi, lorsque les lumières s'allumèrent, le roi, rouge au maussade, pianotant nerveusement, très soigné, plastronnant, d'aspect lourd, une fleur blanche à la boutonnière, irrité probablement de l'obligation de s'asseoir pour se laisser admirer entre chacun des actes, ce qui représente son devoir, et puis, n'appréciant pas beaucoup les petites remarques que lui lançait la reine pour minimiser sa tâche. À un certain moment, la duchesse d'York vint s'asseoir près de la reine, petite jeune femme bien aimée, toute simple, au visage rond, bavarde comme une pie, en robe rose point. Mais son poignet étincelait de diamants, et sa robe était retenue à l'épaule par des diamants. La reine aussi était illuminée comme une rue, à force de diamants. Une étrange impression me vint, celle d'une vitrine de magasin décorée pour le public. Voici ce que nous avons à offrir, nos objets de choix. Rien de bien impressionnant, ni romanesque ni mystère, mais ce qu'il y a de mieux en fait de marchandises. Pourtant, il descend de Égiste, je crois, remonte tout droit, cet homme d'aspect lourd, abrupt, à Élisabeth et les autres. Il sera à jamais une figure de notre histoire. Il étira ses lunettes d'un étui rouge vif. J'ai songé, comme il m'arrive si souvent de songer à des choses à écrire, à de nombreux commentaires. Un seul me reste. Si je lisais ce journal, si c'était un livre qui me tombait sous la main, je m'emparerais avec avidité du portrait de Anne, née en 1916, était l'aînée des deux filles d'Adrien et Karine Stephan. La pièce était à l'affiche au Wynnham's Theatre. La duchesse d'York, belle-fille du roi George V et de la reine Mary, est plus connue maintenant sous l'appellation de reine-mère. Ceci suggère une lecture plutôt négligente du livre de Lytton Strachey, Elizabeth and Essex. Nelly pour en faire une histoire, peut-être pour que toute l'histoire se déroule autour. Cela m'amuserait. Sa personnalité, nos efforts pour se débarrasser d'elle, nos réconciliations. Les Wolf partirent en voiture pour Rudmel le 21 décembre, afin d'y passer 2 semaines de vacances de Noël. Il plut abondamment. Les belles séjournaient à Séan, LW tailla les arbres fruitiers. Jeudi 26 décembre Rodmel, lendemain de Noël, et me voilà assise dans ma nouvelle chambre, chambre à coucher, et non salon, avec ma table par feu et de vue superbe. Parfois il y a du soleil sur les ruisseaux et de l'orage sur l'église. Un Noël au temps déchaîné, un lendemain de Noël lumineux et serein, et tous 2 € sans réserve, si ce n'était cet odieux Bing Stampé qui a toute l'attitude de vendre la colline à un syndicat pour qu'on l'exploite. Que ce soit là son intention, nous l'avons appris de Percy, et je suis bien décidée à protester d'ose. Il faut vraiment que j'écrive à Ottoline, pour lui demander le nom du petit bonhomme chargé de la protection des collines 13. Cet endroit a été si souvent menacé, puis sauvé, que cela pourrait peut-être s'arranger encore une fois. Couper les arbres et abîmer les collines, voilà pour moi les 2 fautes majeures, comme les Arméniens pour Mrs. Cole 14. Je trouve que 15 jours de solitude sont incroyablement reposants, et qu'il est presque impossible de se les permettre. Nous avons, d'après Percy, le propriétaire du lieu, le capitaine Bing Stampé, allait vendre pour la construction un terrain d'une 15aine d'hectares, sur la colline de Rodmel. LW effectua diverses démarches, y compris l'envoi d'une lettre au Premier ministre, pour éviter la chose, mais il ne put empêcher la construction de plusieurs maisons et bungalows au cours des années qui suivirent. VW écrivit en effet à Lady Ottoline Morel, mais seulement en février 1930, voir IVVW Letter, N 2141. Mrs. Cole était la directrice d'une école de filles de Kensington,
où LW avait fréquenté le jardin d'enfants. Elle s'était montrée obsédée par les atrocités et la barbarie du massacre des Arméniens, voir VLW page 22 à 23, voir aussi LW page 52 160 inexorablement repousser les visiteurs, Morgan, Roger, Adrien. Cette fois-ci nous serons seuls, avons-nous dit, et vraiment je commence à croire que c'est faisable. Puis Annie est complaisante, mon pain lève bien. Tout est enivrant, simple, rapide, efficace, sauf que je continue à cafouiller sur les vagues. Après beaucoup d'efforts, je me retrouve avec 2 pages de parfaite ineptie. J'écris des variantes de chaque phrase, je transige, me fourvoie, tâtonne au point que mon cahier finit par ressembler à un rêve de fou. Puis je fais confiance à l'inspiration qui peut me venir en relisant et je crayonne pour tenter de donner à l'ensemble un peu de sens commun. Néanmoins, je ne suis pas satisfaite. Je trouve qu'il manque quelque chose. Je ne fais aucune concession. Je fonce au tréfonds de moi-même. Cela m'est égal que tout soit raturé. Et il y a une certaine chose là. Je viserai maintenant à plus de violence dans mes traits, sur Londres, dans les conversations, à ne rien ménager pour me frayer une voie et, s'il n'en sort rien, j'aurais du moins examiné toutes les possibilités. Mais je regrette de ne pas y avoir pris plus de plaisir. Cela ne me trotte pas par la tête toute la journée comme le phare ou Orlando. Avant que je ne sois rentré, Clive est arrivé pour le thé et a attendu seul pendant 1 heure ou 2. Il m'a demandé si j'avais appris qu'il avait fait la critique d'une chambre à soi. J'ai répondu que non. Il fut un peu vexé, dit que les plaisanteries y sont des plaisanteries de conférence. Des jeunes filles se rassemblent autour de moi, trop de choses comme cela, peu d'idées, rien de comparable à Orlando. Et puis il fit incongrument l'éloge d'Orlando supérieur au phare, alors qu'il avait dit le contraire à l'époque, mais ses critiques se fondent sur la théorie que je suis frigide, coupé de la lumière pourprée, par conséquent, dois écrire des Orlando, et non des phares. Il y a probablement quelque chose de vrai là-dedans, surtout lorsqu'il dit que mes soliloques, mes trains de pensée sont meilleurs que mes silhouettes. Mais, comme toujours, sa hache personnelle a besoin d'être affûtée, que l'amour suffit, ou bien, si l'amour vous fait défaut, que vous vous enfoncez pour toujours. Car nous en sommes venus à parler de Mary, bien entendu, et une fois de plus il a protesté que personne n'aurait pu agir sans 61 autrement qu'il ne l'a fait, et puis il a vaguement brandi la menace d'une alliance, en France, avec son aimé, ou la dame qu'il aime. Mais l'aime-t-elle? L'a-t-elle emmenée en Égypte? Une certaine irréalité fait trembler l'ensemble maintenant. Tout a été déplacé par Mary, il ne reste aucune fondation. Et comme toujours je me dis, quel joyeux luron, quel besoin, chez lui, de chasser, de parler, de bambocher. Nous nous connaissons depuis si longtemps, et puis apparaît à l'arrière-plan la silhouette de Toby, cet étrange fantôme. Je pense parfois à la mort comme à la fin d'une excursion que j'aurais entreprise lorsqu'il mourut. Il me semble que je vais rentrer et dire « Tiens, tu es là et pourtant mon intimité avec lui n'existe plus peut-être. » Ces lettres que Clive a lues me l'ont rendu étranger, extérieur à moi 5. Mais un chien aboie et la lumière de ma lampe vacille, oui, même dans ma chambre parfaite. Je vais donc descendre pour rejoindre Léonard, lire les Élisabétains et mettre sur le feu notre plat en verre. Samedi 28 décembre, Bernard Shaw disait l'autre jour chez les Keynes, et les Keynes viennent de gâcher la perfection de ma quinzaine de silence, sont venus jusqu'ici dans leur Rolls-Royce, et elle qui leur a demandé de rester, n'est pas loin de me trouver déraisonnable de n'avoir pas souhaité qu'ils le fassent, mais c'est que Clive est sa bête noire en ce moment. Bernard Shaw cesse donc, me disait qu'il n'a jamais écrit que de la poésie. Quelqu'un vient d'écrire un livre qui démontre qu'en en changeant un mot ou deux, un acte entier de Docteur Dilemma est rythmé. En fait, mon rythme est si puissant que l'autre jour, alors qu'étant en plein travail, j'ai dû copier une page de Well, ma plume s'y est refusée. J'avais besoin d'écrire selon mon propre rythme, et pourtant il était vaguement question, à ce moment-là, que la Hogarth Press publie un recueil de lettres de Toby Stephan, mais le projet tourna court, voir VVW l'été, numéro 2118. Adressé à Vanessa. VW s'était entretenu avec Bernard Shaw à une soirée donnée par les Kenzo 46 Gordon Square. Le 19 décembre n'avait pas remarqué jusque-là que le rythme de mon écriture était aussi marqué. Et Art Breaout est la meilleure de mes pièces. Je l'ai écrite après avoir séjourné en votre compagnie, chez les Webb, dans le Sussex 17. Peut-être est-ce vous qui l'avez inspiré.
et Lydia transforme la dame en reine Victoria. Non, je n'ai jamais rencontré Stephenson. Mrs. Stephenson a cru que j'avais un rhume. Vous écrivez de l'irlandais, Monsieur Shaw. Monsieur Moore le fait bien, lui aussi. Moore est un homme singulier, un tout petit talent, cultivé avec la plus grande patience. Nous étions toujours à rire de lui autrefois. C'était notre tête de Turc. Il ne cessait pas de raconter des histoires sur lui-même et une dame, une grande dame, qui passait son temps à lui lancer des choses à la tête, mais sans l'atteindre, et il ne manquait jamais de dire « Attendez, attendez, voilà un bon passage qui vient ». Personne n'avait meilleur caractère que lui, mais nous le tournions sans cesse en ridicule. Et, un jour, voilà que Zola me dit « J'ai découvert votre grand romancier anglais. » Qui est-ce donc, demandai-je. Il s'appelle George Moore. Alors j'éclatai de rire. Voyons, ce n'est quand même pas notre petit George Moore, qui raconte des histoires sur lui-même, mais c'était bien lui. Une leçon, voyez-vous, que mieux vaut ne pas juger trop vite ses amis, mais tous ces récits sont autobiographiques, dis-je. Oui, ils se rapportent tous à George Moore et à la dame qui lui jette un objet à la tête. Est en train d'écrire une biographie de Moore et m'a demandé de lui raconter ses débuts dans la vie. Moi, je vais publier mes œuvres complètes et je m'aperçois que j'ai écrit 1 million de mots sur le théâtre. Je ne sais qu'en faire. Ma femme ne veut pas que j'en tire parti, mais je trouve que cela donne une image curieuse de l'époque. J'ai honte de penser que j'ai jamais pu écrire aussi mal. L'ensemble se limitera à 21 volumes. On va les vendre en Amérique sous diverses présentations. Certains reliés pleine peau, très cher, d'O17. Les Wolf avaient passé une fin de semaine, 17 au 19 juin, en 1916, auprès des Sydney Webb, à Turnessy, dans le Sussex. Les Bernard Shaw étaient également invités. Shaw devait réitérer ce compliment qui associait V.W. à Erdbree Flous dans une lettre qui lui écrivit le 10 mai 1940, voir ILW page 126. Enfin, il avait déjà travaillé à cette pièce quelques années avant de rencontrer VW 163 13 tout à fait bon marché, qui seront vendus dans toute l'Amérique par des démarcheurs. Je ne suis pas modeste, mais quand même j'ai rougi de ce que mes éditeurs m'ont fait écrire, indispensable à chaque foyer et tout ce qui s'ensuit. Je crie bien fort que sur 12 individus on trouvera toujours 3 femmes aussi intelligentes que les hommes. Ce que je leur ai toujours dit, c'est d'essayer d'accéder au conseil d'administration, de ne pas s'occuper de vote, de s'attacher surtout à représenter quelque chose. Maintenant, les femmes se passionnent bien plus que les hommes pour les affaires. Elles obtiennent que les choses soient faites. Les hommes papotent dans les clubs zoo, mais personne n'a autant fait pour nous que vous, Monsieur Shaw. Les gens de ma génération, et celle de Francis Birrell, qui était assis derrière nous, peuvent être des gens très bien, mais nous sommes différents grâce à vous. Plus heureux, dit Francis. Sur quoi Lydia arriva avec Mrs. Shaw et nous interrompit. La nouvelle année est là, mais je vais continuer ce cahier, par économie. Je me suis mise en congé, il fait beau, mais je préfère me promener après déjeuner plutôt qu'avant, tant mes habitudes sont invétérées. Loin de ne rien faire, j'ai l'intention d'écrire des lettres, et je viens de me pencher sur les œuvres de la précoce Miss et Azeda. L'idée nous est venue de nous installer ici à partir d'avril. Et à elle seule cette idée suffit à transformer la vue que de ma fenêtre. Elle se fait coutumière, elle est là pour longue période de détente. Jusqu'à présent, je l'avais toujours regardée comme un intermède, une sorte de bouffée d'air pur. Je note pour ce portrait de Nelly qu'il me faudrait écrire, au cas où je voudrais publier ces pages, que sa lettre commençait par « Chère Madame », ce que je considère lourd de signification, selon l'expression chère à Carlyle. Johanna de Neyasdal, une jeune fille du camp âgée de 16 ans, avait fait parvenir à VW des piles de cahiers d'écoliers malpropres, remplis d'une écriture impossible et dénuée de toute orthographe, auxquels VW avait trouvé une vraie valeur. Son A collection of poems written between the age of 14 and 17, recueil de poèmes écrits entre 14 et 17 ans, paru sous le numéro 19, dans la collective des poètes vivants de la Hogarth Press, en février 1931, puis un second voulu sous le numéro 23, en février 1932, mais ce sont là de simples notes, pour je ne sais quelle raison, cela m'assomme de développer. Vita est venue hier, apportant un bac de verre de couleur verte, où des fleurs japonaises s'ouvrent dans l'eau. Ici, mon esprit s'ouvrirait de même,
mais l'arrivée des Kens l'a fait se recroqueviller, et nous avons gaspillé cette belle journée, que nous aurions dû passer à bavarder dans leur affreux salon d'eux. Cependant je ne dis pas qu'eux sont affreux, ce serait impie. Ce perpétuel dénigrement de la nature humaine et cette passion pour la solitude sont suspects. Seulement je suis encore pour 3 mois cloué à mon bureau, comme un insecte épinglé sur une planche, et mon unique belle journée, c'est bien à contre-cœur que je l'accorde mondanité. Ce soir nous dînons à Charleston, et puis nous rentrons pour reprendre le collier, pour retrouver la musique de danse et Brettaway, Goldie, Otoline, Sprott et compagnie, pour être vus, pour voir. Il y aura cependant un peu de musique, de l'opéra, à mon goût. Et, maintenant, il faut que je réponde à des lettres. Afin d'en être au moins libéré lorsque je rejoindrai Londres, les Wolves regagnèrent Tavistock Square le 5 janvier. Je note simplement que la semaine prochaine j'essayerai de ne voir personne, sauf à ce dîner chez Bogiari, où je dois rencontrer le Premier ministre, et à la réception d'Angelica. Je vais essayer de me soustraire pendant 7 jours à l'emprise de voyants. Je me suis arrangé pour aller voir les uns et les autres toute cette semaine. J'ai peiné pour remplir consciencieusement ma tâche. Braithwaite, Miss Matthew, Dottie, Otoline, Goldie, Sprott, Quentin, Miss Matheson et Plomé hier soir. Et Eddie pour le thé. Les Kens étaient arrivés à l'improviste à Monkfloos, dans une voiture avec chauffeur, le 28 décembre, et avaient persuadé les Wolves de déjeuner avec eux à Tilton le 31 décembre. Pour le dîner de Bogie à Larry, voire un peu plus loin, 16 janvier. La réception donnée pour Angelica devait être costumée et avoir lieu dans l'atelier de Vanessa, le 18 janvier 1930, voir I-Cube et page 238 aujourd'hui. Demain ce sera Vita, et samedi Quentin, mais dimanche, je le jure, personne 4, dimanche 12 janvier voilà, c'est dimanche. Et je viens à l'instant de m'écrier, maintenant je ne peux plus penser à rien d'autre. Grâce en soit rendue à mon obstination et à mon travail, je ne peux pour ainsi dire plus maintenant m'arrêter de composer les vagues. Il y a environ une semaine, alors que je commençais à écrire la soirée fantôme, j'ai eu le sentiment très vif de cela, que j'allais pouvoir foncer à toute allure, après une lutte de 6 mois, et terminer, mais sans être encore aucunement certaine de la forme que cela pourra prendre. Bien des choses sont écartées, mais l'essentiel est d'écrire vite pour ne pas briser l'élan. Pas de vacances, pas de pause, si possible, avant que tout soit terminé. Puis repos, et ensuite réécrire le tout. Quant à garder une semaine de libre, je vais aller maintenant voir la mère de elle, puis chez les Free après le dîner. Marjorie Strachey vient demain pour le thé, Duncan, je crois, mardi, Vita vendredi, Angelica samedi, Bogie Harry mercredi, un seul jour demeure entier, jeudi, et c'est la fin de ma semaine. Jeudi 16 janvier, une page de vraie vie hier soir, chez les Bogie Harry 5. Je fis irruption dans la pièce, enveloppée de mon manteau rouge, une grande femme rose, outrageusement fardée des Wolves offrirent à dîner à Richard Braithwaite et son amie Marjorie Matthew, 1903-1972, au Boulestin le 6 janvier, le 8, G.L. Dickinson, Goldie, Sébastien Sprott et Hilda Matheson dînèrent avec eux à Tavistock Square, et Lady Lanoline, William Plumé et Quentin Bell les rejoignirent après dîner. Le 9, en soirée, les Wolves allèrent entendre l'opéra de Mozart La Finta Giardiniera, au théâtre de la Scala. Bogie Harry avait été considérablement influencé par Herbert Horn, 1864-1916, érudit et collectionneur qui passa les dernières années de sa vie à Florence, ville à laquelle il légua son palazzo et sa collection. Celle de Harry fut vendue aux enchères après sa mort, 169 Maediti 111 111 M,6. Graham Murray, non identifié, tous les autres dans une pièce ovale avec un plafond peint et des livres offerts par Horn avec l'autographe de Ben Jonson douce, première édition de Dante. Lady Londonderry sera en retard, mais nous ne l'attendrons pas. J'oublie le Premier ministre, homme terne, au regard décevant, passablement corpulent, bonne bourgeoisie, pas du tout fils du peuple, tassé sur lui-même, maussade, imbu de sa personne, portait un gilet noir, personnalité visiblement médiocre. Lady elle arriva très tard, en velours rouge, décolletée jusqu'au milieu du dos, petite, l'allure rapide, vive, moderne, débordante d'énergie. Tout le monde passa à table, et moi,
Trop mûr pour lire Sir Robert Vansittart sur le carton de mon voisin, j'ai dû démêler tant bien que mal sa carrière. Peu importe, ils s'interpellaient tous par leur prénom, d'un bout à l'autre de la table, Bogie, Ramsay, Eddie, tous occupés à gouverner l'Angleterre. Un nappe, examiné par Roger, amena Ramsay à se manifester, assez lourdement, pendant 2 minutes 8, il s'en saisit, le regarda, tout en posant sur la table son étui à lunettes très ordinaire et fatigué, déclara qu'il n'avait jamais signé aucune autorisation pour la vente du hanap à l'Amérique, puis il reprit son tête-à-tête avec les dames en chuchotant très bas. Ensuite nous montâmes dans les étages, Lady et le courant en tête, ouvrant les portes pour nous faire voir, dans de petites pièces, de la majolique et des retables. Ensuite, au coin du feu, la parole facile, agréable, portant des coups sans ménagement, comme un cavalier ou un capitaine, sans épargner quiconque, elle se mit à raconter des histoires, vieillard qui, ayant subi des opérations, avait Lady Londonderry, née Edith, Eddie, Ellen Chaplin, 1878-1950, femme du marquis de Londonderry et fille du vicomte Chaplin, 1840-1923, dont il écrivit la biographie, Henry Chaplin. À mémoire, était une personnalité mondaine des milieux politiques conservateurs, qui avait charmé le Premier ministre travailliste, Ramsay MacDonald. Sir Robert Vansittart, 1881-1957, fonctionnaire et diplomate et, de même que son hôte, ancien élève d'Eton. Il avait gravi peu à peu les échelons du Foreign Office, jusqu'en 1928, où il fut nommé principal secrétaire particulier du Premier ministre, poste qu'il conserva un certain temps sous le gouvernement MacDonald. En janvier 1930, il avait réintégré les affaires étrangères, au titre de sous-secrétaire permanent. De Pupille sous safran Val-d'Or Nazé, portant la date de 1507, fut vendu aux enchères chez Christian en juillet 1929 et, par l'entremise de Harry, acheté par Pierre Pont-Morgan. À cette date, l'exportation des œuvres d'art n'était pas encore réglementée. 170 perdu la tête, laissaient leur fortune dans le plus grand désordre, son propre père, fou pendant 2 ans. Farquhar mélangeant les legs en faveur de la duchesse de Fieffé et les fonds du Parti libéral neuf. Le tout apparemment dit en toute franchise et sans la moindre réserve, bavardage d'une femme en pleine possession de ses moyens, appelant un chat, bien nourri, athlétique, qu'aucun obstacle ne désarçonne. Nous parlâmes l'imitation des naissances. Ma chère Edie, vous ne voulez pas vous laisser convaincre. Mais quand vous voyez vos mineurs avec tous ces malheureux enfants illégitimes, 8 dans une pièce, un seul lit, que voulez-vous? Ceux qui ont gardé les idées d'autrefois ne me mâchent pas leurs mots. Ils ne peuvent pas faire autrement. Que feriez-vous à leur place? Que ferions-nous si nous vivions dans ces conditions? Mais nous ne sommes pas des bêtes. Nous savons nous maîtriser. C'est pour cette raison que je déteste la prohibition se tournant vers les web. Elle poursuivit, pleine d'énergie et d'assurance. À côté de moi une femme se dressa comme un cobra. Nos 2 classes ne pourront jamais se rejoindre. Qu'est-ce qui fait la différence? Mais les intellectuels, Yea et Lady Gregory de Grey dans un comité ne sont bons à rien. Pourtant ils sont très intelligents tous les deux. On ne peut pas tout faire. Lady, elle fait tout ce qu'elle veut. Elle me rappelait un portrait du début de l'ère victorienne, un Lawrence, par exemple, petit visage mince, bien dessiné, un air de santé, pas de maquillage, toute rose, des perles autour des poignets. L'autre femme à la toilette tapageuse ressemblait à un amandier saccagé. Dans toutes les pièces sont disposées des vitrines, des commodes, des tableaux, des objets. Je ne donne le premier comte Farquhar, 1844-1923, maître de la maison du roi Édouard VII, avait été trésorier du parti unioniste, Tory. Après la guerre, il refusa de se dessaisir des fonds récoltés alors que le parti était allié avec les libéraux. À sa mort, il fit des legs considérables, en particulier à la nièce du roi Édouard VII, la princesse Arthur de Connaught, duchesse de Fieffé, qui était à la fois son exécutrice testamentaire et la principale bénéficiaire. Lady Gregory, 1852-1932, fut en 1902 le cofondateur, avec le poète W.B. Yeats, du théâtre irlandais 171. Jamais plus de 10 livres. Je fouine chez les brocanteurs. Bogie a l'air gavé et illustré du célibataire bien nourri. Il représente bien l'homme d'âge mûr aux revenus confortables.
l'homme de Gouazif qui a fait de sa vie sociale une profession, le parfait snob d'instinct, connaît tout le monde, déjeune avec Lord Lascelles, a pris la mesure de toutes choses, n'a rien à dire, se montre compétent, maussade, toujours au fait. Pas un genre d'homme bien sympathique, avec cette façon qu'il a de parler tout le temps de Lord et de Ladies, et sa vénération pour les grandes familles, a un peu cet air repu, propre aux connaisseurs. On dirait toujours qu'il vient d'avaler à l'instant une bonne affaire. Dans la maison, quelque chose de confiné et de trop bien rangé, une pléthore de retables. Il va et vient à pas feutrer, n'ayant plus rien à découvrir, sinon chez les brocanteurs. Il a, je suppose, atteint le sommet de son univers. Sans doute cet unique sujet de préoccupation, un retable, n'est-il pas bénéfique? C'est trop statique et susceptible d'être acquis. Il ne désire jamais rien d'inaccessible, probablement, et c'est ainsi qu'il s'est fait un nid confortable. Roger dit qu'il a du flair, Roger qui ressemble à un chiffonnier ravagé, qui vit entouré de boîtes de sardines et de linoléum, oui, mais la maison de Roger paraît vivante, on y sent une main vivante, qui la manipule, lui donne son envergure. Pourquoi les gens intéressants ne s'installent-ils jamais au milieu d'objets, beaux, et de duchesses, désirables, assis sur un canapé sans prix, déniché à Whitechapel pour 10 livres, je ne donne jamais plus, je m'efforçais d'analyser mes sentiments. Les dames tiraient tout le parti possible de la situation. Entre leurs mains, Ramsay était comme un poisson que se disputent des cormorans. J'avais l'impression qu'elle n'attachait pas une valeur excessive à cette acquisition, mais que pour elle cela faisait partie des devoirs de la journée. Lady elle le garda pour elle pendant 1 heure, dans une pièce plongée dans la pénombre, faute de quoi elle lui eût remis tout un carnet de doléances. À la pantomime, alors que nous regardions danser la 11. Comme ce fut le 20 janvier que les Wolf emmenèrent Angelica à la pantomime, Pucine Bott, le chat botté, au lycéum, le passage précédent, daté du 16 janvier, ne peut avoir été écrit tout entier ce jour-là d'âme en paillettes. Angelica nous a dit « Je ne saurais jamais danser comme ça, mais je pourrais peut-être peindre comme elle danse dimanche 26 janvier, j'ai 48 ans. » Nous sommes allés à Rodmel, encore une journée de pluie et de vent, mais le jour de mon anniversaire, nous avons fait une promenade sur les collines, semblables aux ailes repliées d'oiseaux gris, et là nous vîmes d'abord un renard, la queue tendue, tout en longueur, puis un second, que nous avions entendu japper, car le soleil tapait fort. D'un bond léger il franchit une clôture et pénétra dans les ajoncs, spectacle très rare. Combien de renards y a-t-il en Angleterre? Le soir j'ai lu la biographie de Lord Chaplin. Je ne puis pas encore écrire tout naturellement dans ma nouvelle chambre, parce que la table n'a pas la bonne hauteur et que je dois me pencher pour me chauffer les mains. Il faut que tout soit exactement comme j'en ai l'habitude. J'oublie de dire que, lorsque nous avons fait nos comptes pour les derniers 6 mois, nous nous sommes aperçus que j'avais gagné à peu près 3020 livres dans le courant de l'année, le salaire d'un fonctionnaire. Une surprise pour moi qui me suis contenté de mes 200 livres pendant tant d'années. Mais je pense que je vais connaître un recul important. Les nous avons vendus Weg ne se vendront pas à plus de 6500 exemplaires, 2000 exemplaires. Je suis Soli aujourd'hui, 30 octobre 1931, au bout de 2 mois prises à ce livre. Je veux dire 3 semaines, mais que j'y suis engluée comme une moule à vendre va s'arrêter chat du papier collant. Parfois, je supère le contact, mais je continue pause néanmoins, puis de nouveau je sens qu'enfin en jouant le tout pour le tout, comme lorsque l'on fonce à travers les ajoncs, j'ai réussi à empoigner en quelque sorte le cœur du sujet. Peut-être vais-je maintenant pouvoir dire les choses directement, m'étendre longuement sans avoir à jeter sans cesse ma ligne pour donner à mon livre la forme 173 qui convient. Mais comment l'assembler? Comment le fertiliser? Lui donner son unité? Je n'en sais rien, pas plus que je ne puisse savoir ce que sera la fin, mais ce pourrait être une gigantesque conversation. Les intermèdes sont très difficiles, aident pourtant essentiels, je crois, pour jeter des ponts ainsi que pour fournir une toile de fond, la mer, la nature indifférente, je ne sais trop. Mais lorsque je cède à cette brusque impulsion, je sens qu'elle ne peut me tromper. Toujours est-il que pour le moment toute autre forme de romanesque qui s'offre à moi fait figure de répétition. Lord Buckmaster était assise à côté de moi. Je parlais d'Irène à Desmond. Soudain et-elle me dit en se penchant vers moi, « Mais n'avez-vous jamais connu Lord Tennyson et voilà ma soirée gâchée. C'est toujours la même chose avec ces réceptions.
Lundi 10 février, Charlie Sanger est mort hier par cette belle journée froide où nous rentrions en auto. J'ai des bouffées de regrets. Je déplore que nous n'ayons pas dîné là-bas. Avec lui, qui était loyal, fatigué, romantique, débordant d'affection, il me manquera désormais quelque chose de spécial. Il nous connaissait déjà à la mort de Toby, m'avait toujours serré la main avec chaleur, était toujours là, galant, brillant, espiègle, très compréhensif, très sérieux, au bon sens du mot. La vie lui avait été dure, je crois, et il envisageait qu'elle le serait aussi pour les autres. Oui, je ressens pour lui quelque chose de spécial. Peut-on dire davantage? Et ce qui me chagrine quand je pense à lui, c'est précisément de savoir que je ne connaîtrai plus jamais cela. Je ne parviens pas à tête au compost. Mais le journal d'un écrivain donne au comport. Harmonicère 12. VW dîna chez Ethel Sante qu'à 21 janvier, tandis que LW allait voir sa mère. Stanley Buckmaster, premier vicomte Buckmaster, 1861-1934, juriste, membre de la Chambre des Lords, juge à la Cour d'appel et membre du comité judiciaire du Conseil privé du roi, avait été ministre de la Justice dans le gouvernement Asquith, 1915-1916. La question déplacée d'Ethel fut attribuée plus tard à Lord Buckmaster par VW, voire VVW Leteno, 2128 et 2133-1, CP Sanger mourut le 8, et non le 9 février, 174 J. Tullium analysé, j'ai un peu de température, à vrai dire, et me demande si ce n'est pas la grippe, s'il ne faudrait pas que je dise à Léonard, qu'il a eu, de décommander Ethel Smith et Nessa et me mettre au lit. Qu'est-ce qui serait le plus sage? Dimanche 16 février, j'ai dû rester étendu sur le divan pendant toute une semaine. Me voilà levé aujourd'hui, dans mon état habituel d'entrain variable, au-dessous de la normale, avec des envies spasmodiques d'écrire, puis de faire un petit somme. Il fait beau et froid, et, si mon énergie et mon sens du devoir persistent, j'irai à Hampstead en auto 3. Mais je ne pense pas pouvoir écrire utilement. Un nuage navigue dans ma tête. Je suis trop consciente de mon corps et des cas où mon part trop arraché aux ornières de la vie pour que je puisse revenir au roman. Une ou deux fois j'ai senti dans ma tête cet étrange bruissement d'aile qui me vient si souvent quand je suis malade. L'année dernière, par exemple, quand, à cette même époque, j'étais au lit, occupée à bâtir une chambre à soi, dont la vente vient d'atteindre les 10 000 exemplaires il y a 2 jours. Si je pouvais rester encore une quinzaine au lit, mais il n'y a guère de chance que j'y parvienne, je crois que je verrai les vagues dans leur ensemble. Bien entendu, il se peut encore que je m'embarque dans quelque chose de tout différent. En fait, mon penchant Tam Ethel Smith, 1858-1944, compositeur, auteur et féministe. Fille d'un général d'armée, elle dut lutter pour faire une carrière musicale et devint une propagandiste invétérée. Elle étudie la musique dans l'entourage de Brahms, à Leipzig, écrivit de nombreux opéras. VW assista à la première représentation de Werke, Les Naufrageurs, en 1919, au théâtre de Sa Majesté, milita, et fit de la prison, en faveur du vote des femmes, et publia toute une série de livres de souvenirs. VW nota son opinion sur Impression d'être homme et Ned, impressions qui me sont restées, dans son journal, voir IVW Journal intégral, 28 novembre 1919, et donna une critique de Strea of Life, Traces de vie, en 1921. Dame Ethel venait à son tour d'écrire en faveur d'une chambre à soi et avait proposé une rencontre. Mais, du fait de la mauvaise santé de VW, cette rencontre fut plusieurs fois remise à plus tard, voir IVW l'été, N 2136, 2138, 2140, 2143, mais finit par avoir lieu le 20 février. Les Wolves se rendirent effectivement à Hampstead, et LW fit une promenade à pied. Lui aussi avait été malade, était resté au lit avec de la fièvre la semaine précédente, mais, comme toujours, il se remit plus vite que ne le fit VW Tunirien. Je m'entraînerais plutôt à faire un saut à Cassis. Mais cela demande peut-être plus de détermination que je n'en possède, et nous allons moisir ici. Pinquet tourne dans la pièce à la recherche d'une flaque de soleil, signe de printemps. Je crois qu'en ce qui me concerne, ces maladies sont, comment exprimer cela, en partie mystiques. Quelque chose se produit dans mon cerveau. Il se refuse à continuer d'enregistrer des impressions. Il se ferme.
je deviens chrysalide. Je gis là, complètement inerte, en proie, souvent, à une vive souffrance physique, comme l'année dernière, ou à un simple malaise, comme cette fois-ci. Puis brusquement un ressort se déclenche. Avant-hier soir, Vita était ici, et après son départ j'ai commencé à percevoir la qualité de la soirée et l'approche du printemps. Une lumière d'argent se confondait avec celle des premières lampes. Des voitures filaient à toute vitesse dans les rues. J'étais en proie à une prodigieuse sensation de renouveau, mêlée à cette émotion qui est l'essence même de mes sentiments, mais qui échappe à la description. J'en suis toujours à agencer la scène de Antoncourt, dans les vagues. Seigneur, je ne cesse de me demander si je viendrai jamais à bout de ce livre. Pour l'instant, ce n'est qu'un fouillis de fragments. Donc, comme je le disais entre ces longues pauses, car j'ai cette espèce de tournis dans la tête et j'écris plus pour me stabiliser que pour apporter des impressions exactes, j'ai pris conscience de l'éveil du printemps, et aussi de la plénitude et de l'exubérance de la vie de Vita, et de toutes les portes qui s'ouvrent, et cela, je crois, c'est en moi la phalène qui déploie ses ailes, et alors je commence à élaborer mon histoire quelle qu'elle soit. Les idées affluent en moi, avant même, souvent, que je puisse contrôler mon esprit ou ma plume. Il ne sert à rien d'écrire à ce stade-là, et je doute de pouvoir venir à bout de ce monstre blanc. Je voudrais me coucher et dormir, mais j'ai honte. Léonard a secoué sa grippe en un jouré, malade encore, a repris ses activités, et moi, j'en suis encore à traîner ici, pas habillée, et Ellie doit venir demain. Mais comme je le disais, mon esprit travaille quand je paresse. Ne rien faire est souvent pour moi la voie la plus profitable. Le docteur Elinor, Ellie, Randell, qui soignait V.W. Lee et Ninulerne, je lis Byron, Mauroy 4, ce qui me renvoie à Childarol et me donne à réfléchir. Quelle drôle de mixture la sentimentalité la plus veule de Mrs. Aimant, mêlée à une vigueur tranchante et nue. Comment ces éléments se combinent-ils? Et dans Childarol, parfois, les descriptions sont superbes, comme d'un grand poète. Il y a ces trois éléments chez Byron. 1. La dame romantique à la chevelure noire, qui chante des mélodies de salon sur la guitare. Tambourgi. Tambourgi, ton appel au loin donne espoir aux vaillants et promesses de guerre. Oh, qui serait plus brave qu'un brin soulignot en chemise neigeuse et laineuse capote? Quelque chose de fabriqué, de l'affectation, de la niaiserie de. Puis cette vigoureuse rhétorique, pareille à sa prose, aussi excellente que sa prose, esclaves héréditaires, ne le savez-vous pas? Ceux qui veulent être libres doivent eux-mêmes frapper. C'est de leurs propres bras qu'ils forgeront la conquête. Gaulois ou moscovites vous rétablir que non si Felicia Aimant, romancière à peu près contemporaine, 1787, 1835, mais non légale, de Jane Austen 4. André Mauroy, Byron, 1930. V.W. possédait l'édition française en 2 volumes. Les citations qui suivent sont tirées du pèlerinage de Childarol. 1. Chant-i, Lxxi, couplet 1 et 2 de la chanson d'Albany 2, Chant-i, Lxxvi 3, Chant-i, Lxxvi 4, allusion à 2 strophes, non citées, d'une tournure bouffonne, sur le dimanche à Londres, Chant-i, Lxx, LXX, Byron à Dalla, 21 août 1811. 5, Chant-i, Xvi 5, Tambourgi, Tambourgi-t-il aroma farcives opto de Valiant, ent promise of war. Oh is more brave chant à dark suliotinis no week amesendi chaque j capot 6. Héréditary bondsement. No y not would be free en selve must strike the blow, by terrict arms de conquest must be wrooped will golor muscovite redresse y no, 177 puis, ce qui, pour moi, sonne plus vrai, et atteint presque à la poésie, chère nature, la meilleure des mères, toujours, douce, quoique changeant en son aspect, à son sein nu, laissez-moi m'abreuver, enfant jamais sevré, mais non le préféré. À moi, nuit et jour, elle a toujours souri. Pourtant je l'ai observé là où nul autre ne le fit, et recherché de plus en plus, et préféré dans ses colères même. Et puis, bien sûr, il y a la satire pure, comme dans la description d'un dimanche à Londres. Et enfin, mais cela en fait plus de 3, l'inévitable note tragique, à demi-feinte, à demi-sincère, qui revient comme un refrain en une évocation de la mort et de la perte d'amis. Tout ce que tu pouvais me prendre, sévère mort tu l'as pris, la mer,
l'ami, et maintenant le plus qu'ami. Jamais encore pour d'autres les traits ne volèrent aussi vite et la douleur, sans trêve à la douleur mêlée, m'a arraché le peu de joie qu'encore la vie me réservait et ce voici, je crois, qui résume Byron et montre bien ce qu'il a de douteux, d'insipide, malgré sa variété, et donne une idée de sa richesse et de ses horizons plus larges que ceux des Dear Nature, de Quintess Moder Stille. To Galway Changing, Iné Aspect 1000, From Ebe Beaux Omelette Maître Lac Maillet Never Way Aned, To Note Favorite Child To Me By The Ornight Evers Millet To Give Marked When Nonat. En Sukte More and Love Est In Warat. Allez to Love of Mine, Stern Dead To Ast. De parents, Frien, et Nod Morchant Frien, Never For One Tin A Rofle Was So Fast, and Grief With Grief Continuing Still To Blanc. Atis Natchet de Util Joy Detil Edvet Offense 178 Le Hors hier Where W lire un CF 11111 WFIT 11 pieds iré Fautre poète, si, du moins, il avait mieux su en ordonner l'ensemble. Romancier, certes, il aurait pu l'être. Cependant, il est curieux de déchiffrer dans ses lettres et dans sa prose un sentiment apparemment très sincère pour Athènes, et de le comparer au ton conventionnel dont il use dans ses poèmes. On y trouve même un sarcasme concernant Athènes. Mais la dérision peut fort bien être aussi qu'une pause. La vérité est sans doute que, lorsque l'on est à ce point chargé d'électricité, on ne peut se mettre au diapason d'aucun des sentiments humains ordinaires, que l'on doit prendre la pause, déclamer, que l'on ne cadre plus avec rien. Il écrivit un jour, dans l'Inalbum, qu'il avait 100 ans. Et c'était vrai, si l'on mesure la vie à l'aune des sentiments. Lundi 17 février et ma température a monté mais maintenant elle est redescendue, et maintenant on est le jeudi 20 février 2020 février, si possible, me dérouiller un peu la cervelle. Quelques croquis, peut-être. Snow 9 elle est arrivée emmitouflée dans un manteau de fourrure sombre et quand elle l'a eu retiré elle est apparue dans une espèce de jersey gris, à rayures bleues de jet. Les yeux aussi sont bleus de jet, mais avec un regard angoissé et famélique, pareil à celui d'un chat grimpé sur une cheminée, d'où il regarderait un chien. Elle a un visage pâle et très menu, qui a conservé une curieuse innocence, si bien que l'on a du mal à croire qu'elle a 50 ans. Cependant, elle a la peau du cou toute flétrie, et les fanons de l'âge mûr sont là. Ce faux neuf. Margaret, Marjorie, Campley Snowden, 1878-1966, fille d'un pasteur du Yorkshire, avait été une condisciple de Vanessa, au cours de la Royal Academy, au début du siècle. C'était une fidèle amie et correspondante. Elle habitait Cheltenham avec sa sœur et non loin de sa mère. Elle vint prendre le thé avec VW le 18 février 179 Ilinfield et Philfield 111,1 joli car un air de jeunesse semble indiquer un manque d'expérience. On dirait que la vie l'a mise au réfrigérateur. Et nous bavardâmes et elle m'apportait un paquet. C'était un livre de la part des Tell-Smith, accompagné d'une lettre, que je lus tout haut, afin de masquer l'embarras que, peut-être à tort, je lui prêtais. Pour tout commentaire, elle dit, comme tout ceci est loin de Cheltenham puis nous bavardâmes. Mais ce qui m'est resté, c'est son regard angoissé et famélique, et son attitude d'esprit. Elle semblait se dire en son fort intérieur, moi, j'ai tout raté. Vanessa et Virginia, par exemple, leur vie est remplie de romans, de maris, d'expositions. J'ai 50 ans et je suis passée à côté de tout. Je devinais tout cela à la lucidité plaisante de ses propos sur elle-même. Elle disait que le climat de Cheltenham est si mou que souvent elle n'arrive pas à peindre, et qu'après le déjeuner, elles font marcher le gramophone, et puis elle va presque tous les jours voir sa mère, à Bocanton, où elle aime rencontrer les gens du village. Les femmes de fermiers lui serrent la main. Après la mort de sa mère, mais elle n'a que 80 ans et elle est solide comme le roc, elle est l'idée qui s'intéresse à la politique, mais naturellement cela ne lui prend pas tout son temps, iront s'installer à Harrogate, où le climat n'est pas aussi mou et où elles connaissent plus de monde. Rien ne put la distraire longtemps de sa principale préoccupation, je n'ai pas vécu, et la vie est finie. Même la question toilette la ramenait à son thème favori. Une couturière lui avait dit que l'on jouit mieux de la vie si l'on est bien habillé. Alors elle a suivi ce conseil, au prix de 8 livres chez Pomeroy, dans Burlington Street. Mais cela aussi lui donne du souci et la travaille. En fait, j'ai rarement eu une impression plus désolante de souffrance, trop indigne et mesquine pour qu'on l'appelle souffrance, disons plutôt frustration, insignifiance.
sentiment d'être mise au rencard et de voir passer les choses. Seulement, voilà, je suis très paresseuse, je m'abandonne au confort, moi, j'appelle cela s'abandonner au désespoir. Que peuvent faire 3 femmes seules à la campagne, mon Dieu? Comme je remercie le ciel d'avoir eu un caractère suffisamment fort 4 pour qu'il marque de son empreinte chaque minute de ma vie depuis que je suis née. Cette façon de baguenauder, de se laisser flotter, sans se donner à quoi que ce soit, cette façon de 180 bien moili dit toujours se retenir, de tripoter et de découper les choses en petites plaisanteries et facéties, c'est cela qui est destructeur. Mais démuni d'argent, de beauté, sans talent particulier, sinon ce qu'il en faut pour lui donner la conscience aiguë que les autres en ont davantage, de sorte qu'elle compare ses natures mortes aux natures mortes de Margaret Girin Degré et de l'école de Cotswold. Que peut-elle faire? Comment lutter dans ces conditions-là? Comment bondir sur le dos de la vie pour se cramponner à son cou? On ne peut que plaisanter amèrement, devenir égocentrique, toujours préoccupé de donner des explications et des excuses, et se plaindre. Ce qui m'a paru le plus pitoyable, c'est que vers 5h30, elle commença, elle ne fait jamais rien avec assurance ni directement, à tripoter ses gants et à dire qu'il lui fallait s'en aller. Mais où demandai-je au Polytechnique pour y entendre une conférence sur la littérature française? Mais pourquoi on n'entend jamais parler français à Cheltenham? Mais voyons, je pourrais tout vous dire sur la littérature française, moi, répliquai-je. Mais elle était là, à hésiter, et quant à savoir si elle avait envie de partir ou de rester, je n'en sais rien. Lorsque je lui ai demandé ce qu'elle ferait ce soir-là, elle me répondit dans un petit rire que, eh bien, cela dépendait du temps que prendrait la conférence. Vous n'irez pas au théâtre, non? Je crois que j'irai faire ce qu'on appelle un repas léger à l'hôtel anti-alcoolique encore une fois. Je me dis, mon Dieu, et ce n'est pas comme si elle était inconsciente de ce qui se passe autour d'elle, ou inattentive. Non, elle sait que la chienne est là qui s'étire et tend la patte, mais elle ne lui prête qu'une attention faible et embarrassée.